Je vous remercie pour l'invitation. Donc, je vais vous parler, on va changer un petit peu de thématique. Pas de conflit d'intérêts. Donc la dystrophie endothéliale de Fuchs, vous la connaissez, c'est cette perte en fait en cellules endothéliales qui est progressive et que l'on repère généralement grâce à la formation en fait de gouttes au niveau de la desmette. Donc que l'on peut voir en rétroillumination sur la microscopie spéculaire qui ne permet pas toujours d'ailleurs de quantifier les cellules endothéliales. Donc cette dystrophie de Fuchs, elle aboutit à une réduction de la densité et qui peut résulter en une insuffisance endothéliale, c'est-à-dire l'apparition d'un œdème cornéen que pour l'instant on sait traiter essentiellement par kératoplastie lamellaire endothéliale. Un des moments privilégiés du diagnostic de cette dystrophie de Fuchs, c'est notamment au moment d'une baisse d'acuité visuelle et pour un patient chez qui on détecte une cataracte et puis on va s'intéresser à l'endothélium. Alors c'est important puisqu'on sait que pour toute chirurgie de cataracte, on perd une dizaine de % de cellules endothéliales et il faut bien entendu bien évaluer la fonction endothéliale avant de réaliser cette chirurgie, car si le patient a une densité basse, une fonction endothéliale basse, on risque d'aboutir à une décompensation endothéliale post-opératoire et donc pas de récupération visuelle chez les patients. Donc il faut faire le bilan de cette fonction endothéliale en préopératoire d'une chirurgie de cataracte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la densité cellulaire endothéliale seule ou la pachymétrie centrale seule ne sont pas suffisants pour évaluer la fonction endothéliale. Donc ce n'est pas parce que vous ne mesurez pas, vous ne réussissez pas à évaluer la densité cellulaire endothéliale au niveau central en microscopie spéculaire que vous avez une insuffisance endothéliale. Donc on s'est intéressé à l'OCT pour essayer justement de caractériser la fonction endothéliale. Et donc on sait que chez des patients sains, on a un épaississement en fait progressif de la pachymétrie du centre vers la périphérie, et ça de manière un petit peu variable selon les cadrans. On a un épaississement qui est un petit peu plus important, notamment en supéronasal ou en nasal par rapport au côté temporal. Donc ça, on avait regardé chez des patients sains, et puis après, on s'est intéressé à des patients qui avaient une dystrophie de Fuchs en préopératoire de cataracte, et chez qui on indiquait une chirurgie combinée, donc kératoplastie lamellaire endothéliale et chirurgie de cataracte. Et là, on s'aperçoit, déjà sur les images en coupe, vous pouvez voir qu'il y a une petite modification de la face postérieure de la cornée, et comment ça se traduit au niveau de la pachymétrie. On s'aperçoit que la pachymétrie centrale est plus élevée que la pachymétrie, par exemple, à 5 mm en supéronasal. Et en fait, grâce à ça, on a pu déterminer des ratios, faire des calculs, essayer de déterminer en fait des seuils pour essayer de détecter un œdème infraclinique et donc indiquer une kératoplastie lamellaire endothéliale associée à la chirurgie de cataracte. Donc ici, quand on calcule la différence de pachymétrie à 5 mm et à 2 mm en supéronasal, quand cette différence est inférieure à 27 microns, ce qui veut dire s'il n'y a pas un épaississement physiologique du centre vers la périphérie suffisant, ça traduit en fait une insuffisance endothéliale précoce, un œdème subclinique. Alors on peut calculer cette différence au niveau donc, supéronasal à 5 et 2 mm, mais on peut également faire un ratio. Donc là, il faut sortir la calculette, c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez que le seuil de 27 microns, il est assez facile à calculer. Et donc on s'aperçoit quand cette différence elle est inférieure à 1,045, ça traduit aussi un œdème subclinique. On a retrouvé d'autres critères également, donc le ratio de la pachymétrie à 7 mm par rapport à la pachymétrie à 2 mm en supéronasal et également en nasal, donc à 9 mm et 2 mm. Donc c'est quelque chose qui a été théorisé un petit peu comme une sorte d'harmonie pachymétrique, comment physiologiquement la cornée doit s'épaissir du centre vers la périphérie. On s'aperçoit que quand il y a un œdème subclinique, on va avoir une perte de cette harmonie. Et donc ce sont les critères que je vous ai détaillés qui permettent en fait d'essayer de se rendre compte de cette perte d'harmonie pachymétrique. Donc pour rappel, pour tout patient chez qui on fait une chirurgie de cataracte et qui a une dystrophie de Fuchs, il faut savoir s'il y a un œdème clinique. Bon, s'il est évident, c'est sûr qu'on va aller vers la greffe. S'il n'est pas évident, il faut s'intéresser à d'autres critères. J'ai remis la densité cellulaire endothéliale et la pachymétrie, mais je vous ai dit qu'ils n'étaient pas suffisants. Et donc on s'intéressera à des critères OCT, ceux que je viens de vous détailler, et aussi à des critères en topographie. Et donc sur un risque faible, on va finalement aller vers la cataracte seule en prévenant nos patients, et quand on a un risque élevé, on va aller sur une triple procédure.
Alors un autre exemple, une dame de 65 ans qui ne se plaint pas de flou visuel matinal. Vous voyez en fait qu'on va étudier donc la différence de pachymétrie à 5 et 2 mm. On va faire le ratio, les ratios à 5 et 2 mm, 7 et 2 mm en supéronasal, 9 et 2 mm en nasal. Et vous voyez que finalement ici on a un épaississement qui est relativement normal chez cette patiente. Et ça peut être confirmé notamment en réalisant une topographie. On voit qu'il n'y a pas de perte des isopaques et donc cette patiente a été opérée de chirurgie de cataracte seule. Donc c'est un papier, si vous voulez en savoir plus, que vous pouvez retrouver sur l'American Journal, et je salue chaleureusement mes co-auteurs, Naguem Aling, Georges Hazard, Dr Samy, professeur Cochereau, professeur Gapison, je vous remercie.